Bonjour tout le monde. Merci d'être là pour ce premier café-conférence de la saison 2024-2025. Euh, on est en ligne, je pense, au-dessus de 260 personnes. On est à combien, là, Marc-Claude? 9. Bon. Bienvenue aux gens en ligne aussi. Est-ce que vous nous entendez en ligne? Oui, pas de problème, Mario Ross. OK, merci. Je vais vous demander maintenant de fermer tous vos micros en ligne, s'il vous plaît. Les cafés-conférences forestiers, c'est présenté par l'Ordre des ingénieurs forestiers, l'Association des étudiants en foresterie de l'Université Laval et l'Institut forestier du Canada. L'Institut est représenté par Anne Bernard, qui est là. Bonjour Anne, avec Gabriel Bolduc et Philippe Riel pour l'AFOR. Merci. On a quelques petits messages avant là, pour les certificats en formation continue. Vous devez aller signer la feuille à l'entrée de la salle. Pour les gens qui sont en ligne, vous devez aller vous inscrire sur le site Internet pour recevoir votre certificat. Le site est ouvert jusqu'à 8h15 pour recevoir les inscriptions. Euh, Pour la période de questions, les gens en ligne, on va vous passer le micro. Puis pour ce qui est des... Non, les gens en présentiel, on passe le micro. Puis ce qui est en ligne, on vous demande d'inscrire dans la conversation, le chat, en fait, là, votre question. Euh, Aujourd'hui, on reçoit Nancy Gélina et Michel Vincent. Cette café-conférence-là est un peu un petit hors-d'œuvre au congrès qui a lieu la semaine prochaine, les 7 et 8 novembre, donc jeudi, vendredi prochain. On reçoit aujourd'hui Nancy Gélina et Michel Vincent. Madame Gélina est professeure chercheuse en économie forestière, formée à l'Université Laval, mais possédant des diplômes de 3 facultés. Elle présente un parcours pluridisciplinaire qui s'est terminé avec un doctorat en sciences forestières, avec spécialisation en économie politique. Avant sa nomination à titre de doyenne, elle a été vice-doyenne aux études durant 4 ans. Les aspects socio-économiques et de gouvernance occupent une place importante dans ses projets de recherche où la participation des acteurs dans un contexte multiressources domine. Quant à Michel Vincent, il est détenteur d'un baccalauréat en génie forestier de l'Université Laval en 83, d'un second baccalauréat en économie de l'Université Concordia en 86 et d'une maîtrise en économie forestière. Il a débuté sa carrière en opération forestière pour le compte d'un entrepreneur et ensuite à son compte. Michel a réorienté sa carrière dans l'enseignement à l'Université de Moncton, où il a enseigné 10 ans à titre de professeur en économie forestière et en opération. En 2003, il se joignait au Conseil de l'industrie forestière du Québec à titre de directeur de l'économie des marchés et du commerce international afin de s'occuper principalement du litige sur le bois d'œuvre avec les Américains. Son séjour au CIFQ s'est interrompu sur une période de 5 ans. Ça, c'est 5 ans. Ça, c'est pendant que M. Chevrette était là. Hein? Ah, après, OK, excuse-moi. Pendant cette période, il a travaillé comme consultant pour Deldegan Massé, expert conseil pour s'occuper de la nouvelle direction économie et marché. Depuis 2014, il est de retour au CIFQ. On commence avec Madame Gélina. Puis bonne conférence à tout le monde. Alors, bonjour tout le monde. Alors, peut-être que je l'ai pas ouvert en arrière. On m'avait dit que ça ouvrait automatiquement, ça. Les étudiants pendant la pause. Vous n'avez pas compris, tant mieux. Là, ça fonctionne? Alors, parfait. Merci. Merci, Philippe. Alors, quand les étudiants m'ont approché pour donner la conférence, ils m'ont dit, on pourrait parler de dynamique du secteur forestier avec tout ce qui se passe présentement, les fermetures d'usines. Il me semble que ça serait intéressant. Bon, où je peux pratiquement jamais dire non aux étudiants, alors j'ai accepté volontiers. Et j'ai pensé évidemment à mon bon ami Michel. Je pensais que nos perspectives étaient complémentaires. Et quand donc les étudiants m'ont posé cette question-là, mon intérêt là-dessus, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est la crise de 2008, la fameuse crise qu'on appelait la tempête parfaite 2008. Et là, je me suis mis à réfléchir aux comparaisons, à comment on pouvait aborder la situation d'aujourd'hui avec le regard un peu de ce qui s'était passé à l'époque.
Et je voudrais remercier mon étudiant Steve Leblanc qui a fait son projet de fin d'études sur cette question-là à l'époque. Alors, je l'ai relu pour me remettre en tête la fameuse crise parfaite. Alors là, on parlait de l'effondrement des marchés, diminution importante au niveau de la construction résidentielle aux États-Unis, le dollar canadien qui était venu à parité, même un peu plus avec le dollar américain, les droits compensateurs qu'on avait ajoutés. Beaucoup d'éléments, donc tout conjugués ensemble qui ont fait cette fameuse tempête parfaite et donc un impact majeur sur l'industrie du Québec. Donc, je me suis dit, on va aborder cette question-là et Michel a accepté de le faire avec moi. Évidemment, ça ne fonctionne jamais. Pourquoi c'est tout le temps les profs, en plus, à qui ça arrive? Hein? Tout là. On va l'avoir, on va l'avoir. Là, tu vas me dire, il n'y a pas de batterie dedans. Ouais. Ah, ben, je vais prendre la souris. Si je fais ça, OK. ça va fonctionner. On va y arriver. Alors, donc, comme je dis, Michel, qui est la meilleure personne, directeur marché, économie et marché au CIFQ, pour venir compléter la présentation avec moi. Alors, ensemble, on a réfléchi puis on s'est dit, regardons le secteur industriel, sa résilience, parce qu'on a passé à travers une crise importante autour de 2008 et encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que ce secteur-là est quand même résilient malgré tout? Et on s'est dit qu'il fallait le regarder au moins de deux perspectives différentes. L'aspect vraiment très régional, donc la dynamique régionale de l'industrie, mais aussi la dynamique internationale. Et donc, avec ces deux perspectives-là, on va peut-être arriver à déterminer qu'est-ce qu'il en est exactement de la situation actuelle, la tempête parfaite. Et vraiment, je m'excuse, mais on va rester ici. On va mettre la flèche là. Ouf! C'est le stress qu'il y ait 200 quelques personnes à distance. 300, bon. OK, c'est bon. Alors, donc, Michel et moi, on s'est dit, d'accord, on le fait, mais à condition qu'on statue sur une chose importante. Le secteur forestier existe au Québec, existe depuis des décennies. Il est à la base de notre histoire, de notre culture, de notre développement socio-économique. Et ça, il faut s'entendre là-dessus, c'est important. Et le secteur forestier est là pour rester. Oui, il va changer, il évolue toujours, il va se dynamiser d'une autre façon, mais il est assurément là pour rester. Donc, si on s'entend là-dessus, je vais commencer avec la dynamique régionale. Il y a quelques années, on a travaillé sur un atlas du Québec pour présenter justement le Québec sous toutes ses formes et on m'avait demandé de présenter le secteur forestier et je l'ai représenté avec les emplois du secteur forestier pour démontrer son importance, l'importance des régions forestières. Donc, ce que ça représente ici, c'est évidemment l'évolution du nombre d'emplois avec les années. Bon, ça s'arrête en 2015, mais quand même, ce que ça démontre, c'est que d'une région à l'autre, le secteur n'a pas la même ampleur, ne prend pas le même espace. Donc, l'Abitibi, Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord, la Mauricie, ce sont des régions plus importantes où on retrouve plus d'emplois liés au secteur forestier, que ce soit au niveau de l'exploitation forestière, produits du bois ou pâte et papier. Ce qu'on observe sur le schéma ici, c'est qu'à partir de 1999, où il y avait un pic vraiment, c'est 90 000 emplois directs dans ces trois secteurs-là qui étaient reliés donc au secteur forestier. Et à partir de ce pic de 1999-2000, on a commencé à avoir une descente. Aujourd'hui, on est plus autour de 50 000 emplois. Donc, une chute quand même importante. Et évidemment, la diminution des emplois est reliée, entre autres, à la dynamique du secteur forestier, au fait qu'on est de plus en plus productif, on s'améliore sur le plan de technologie. Donc, évidemment, il y a une diminution au niveau des emplois. Mais il y a d'autres facteurs qui l'expliquent. Entre autres, on peut l'associer, la diminution des emplois, avec la disponibilité des volumes de bois sur pied. Donc, je remercie le ministère Ressources naturelles et forêts. Mes images, celles-là proviennent du document Le portrait de l'industrie forestière qui est réalisé par Martin Derry et son équipe. Donc, sur l'image de gauche, ce qu'on voit,
La ligne verte, c'est les superficies qui sont admissibles pour l'aménagement durable. La ligne orange, c'est les possibilités forestières. La rose, les attributions. Et la rouge, les récoltes. Donc, en regardant cette image-là, puis on la compare à l'image précédente où on montrait la diminution des emplois, je vous ai dit à partir de 99, c'était le pic au niveau du nombre d'emplois. Après ça, il y a eu une chute quand même drastique. Cette chute-là, on l'explique par plusieurs éléments, que ce soit au niveau de l'image de ce qui se passe sur le territoire forestier, mais aussi au niveau du portrait de la demande. Donc, 1999, c'est sûr que ça vous sonne des cloches. Donc, aurore boréale. Ensuite, s'en est suivi la commission Coulomb avec une diminution importante de 20 de la possibilité annuelle de coupe. Donc, on le voit, cette chute-là, quand même importante. Et après, je vous parlais tout à l'heure de la tempête parfaite. Ça a commencé en fait autour de 2005 avec les éléments droits compensateurs et tout ça, baisse du marché américain. Et là, une chute quand même drastique de 2005 à 2009 au niveau de la récolte. Oui, il y a eu des éléments liés à l'aménagement forestier, à la diminution des superficies, diminution des attributions, possibilités, etc., mais principalement au niveau de la récolte où on a atteint vraiment un creux important. Et ensuite, une certaine reprise. À travers tout ça, bien, il y a eu évidemment des fermetures de centaines d'usines de sièges au Québec et des pertes de milliers d'emplois. Donc, on le voit ensuite, le tableau qui est illustré à droite, que même entre 2016 et 2022, on a continué à avoir des fermetures d'usines. Donc, une nouvelle dynamique qui s'installait dans le secteur forestier. Cette dynamique-là, elle est importante, je vous disais tout à l'heure, de par sa nature régionale. Les industries, les principales, donc l'image de droite, ce qu'elle représente, de gauche, ce qu'elle représente, c'est les usines avec les plus grandes capacités de transformation. Elles se retrouvent principalement dans les régions que je mentionnais tout à l'heure. Donc, c'est évidemment relié aux emplois. Donc, cette dynamique régionale-là est très importante. Et tout ce qui se passe, tous les événements qui se passent, que ce soit une diminution des possibilités annuelles de coupe, donc qui a un impact sur la récolte, sur la transformation, sur les usines, ça a un impact aussi sur les secteurs de la forêt privée. Donc, je vais y revenir dans quelques secondes, mais on voit que la forêt privée, c'est 20 des approvisionnements. Donc, ce qu'on vit aujourd'hui avec des fermetures d'usines, donc on diminue notre consommation de mètres cubes, et ça a un impact sur la forêt privée. De l'autre côté, si on diminue l'approvisionnement en forêt publique, on pourrait se dire que ça va avoir un avantage sur la forêt privée. Donc, dans un sens comme dans l'autre, il faut vraiment le considérer. Alors, j'ai pensé vous illustrer la dynamique régionale en partant d'une étude qu'on avait faite avec mon collègue Bergeron en 2015. L'idée de l'étude, c'est de voir l'impact de la certification FSC sur la dynamique régionale du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, l'image ici vous démontre la complexité du secteur. On part avec des unités d'aménagement, donc la forêt publique, et la récolte se fait principalement par des usines, pour approvisionner des usines de sciage, qui ensuite deviennent soit des fournisseurs de composantes pour la deuxième transformation ou fournissent directement des produits pour les marchés, donc les grandes superficies. Ensuite, les coproduits s'en vont vers l'énergie, pâte et papier, etc. Donc, c'est un système très complexe. Et s'il arrive un choc, quel qu'il soit, dans cette dynamique, bien, ça a un impact sur tout le reste. Donc, si en amont, on diminue les approvisionnements, on diminue la possibilité, les attributions et donc la récolte, bien, ça va avoir un impact qui va se répercuter sur l'ensemble de la filière. Si le choc provient de l'externe, c'est-à-dire du marché, de la demande, et que ça a un impact sur la deuxième, troisième transformation, ou même sur les produits, nos 2x4 qu'on trouve dans les grandes superficies, bien, ce choc-là va aussi se répercuter en amont de la filière. Donc, tout est vraiment intrinsèquement relié et la dynamique ou l'importance de la première transformation, elle est majeure. Donc, à l'époque de cette étude-là, en 2015, on se questionnait sur l'impact d'une baisse d'approvisionnement sur la structure industrielle.
Et donc là, on avait l'impact est venu, entre autres, des habitats de caribous qu'il fallait protéger, du réseau d'air protégé et aussi des négociations pour les droits des peuples, des Premières Nations. Donc, attardez-vous pas trop aux chiffres. L'idée, c'est vraiment parce que vous pourrez aller lire ou relire l'étude en question. Mais l'idée, c'était de voir, bon, on diminue la possibilité annuelle de coupe, mais ça veut dire quoi techniquement en termes d'attribution et de volume récolté? Si on diminue au niveau des garanties d'approvisionnement, ça va avoir un impact sur le marché libre. Hein, les industriels vont aller acheter davantage au niveau des enchères, mais aussi au niveau de la forêt privée. Donc, cette pression-là, plus de concurrence sur le marché libre, augmentation des prix sur le marché, répercussions sur les redevances. Et donc, c'est une roue qui tourne. Donc, en regardant cette situation-là, je me suis intéressée à l'impact sur cette structure industrielle. Et j'ai analysé différents scénarios. Je vous en présente rapidement deux. Le scénario prorata. Là, on est dans une situation à l'époque au Saguenay-Lac-Saint-Jean où on a 21 usines de siège qui existent, sont encore en fonction, qu'on classait en 3 catégories, plus de 500 000 mètres cubes au niveau du volume du permis d'usine, entre le 100 et 500 000 mètres cubes et moins de 100 000 mètres cubes. Et quand on regardait l'utilisation, donc le ratio d'utilisation, c'est que déjà, la garantie d'approvisionnement ne permettait pas de couvrir l'ensemble des besoins. Hein. Donc, plus de 1,48, ça veut dire qu'on a 1,48 mètres cubes de demande pour une offre de 1 mètre cube au niveau des garanties d'approvisionnement. Donc, il y avait déjà un effort pour aller sur le marché des enchères et sur le marché de la forêt privée. Donc, en diminuant évidemment les possibilités annuelles de coupe, bien, ça augmente ce ratio d'utilisation. Donc, le scénario prorata, c'est-à-dire que le gouvernement prend la décision d'impacter de façon équitable toutes les industries de la région, donc en diminuant au prorata leur approvisionnement. Ce que ça avait pour effet, selon mes analyses, c'est de fragiliser environ 4 usines sur les 21. Donc, 4 usines qui n'étaient plus en mesure de répondre à leurs besoins et donc peut-être éventuellement de fermer. Le scénario consolidation, c'est de dire, bien, laissons mourir les petites entreprises. Donc, pas laissons mourir, mais enlevons la garantie d'approvisionnement aux plus petites usines et laissons le marché, la dynamique du marché se consolider pour assurer donc la survie des usines plus importantes, peut-être avec une meilleure capacité de production. Et ce que ça donnait, c'est qu'il y avait autour de 14 usines à ce moment-là qui étaient vraiment fragilisées et soit en voie de fermeture ou qui pourraient être achetées, rachetées. Donc, cette dynamique-là, ça se répercute évidemment au niveau des emplois qui étaient créés pour chacune de ces usines-là. Donc, c'est quand même important de le comprendre. Et pour ça que quand M. Bergeron et moi, on avons fait cette étude-là, on a demandé au ministère de mieux comprendre cette dynamique-là, cette structure industrielle-là. Et on a donné, entre autres, comme recommandation pour les collectivités, de développer un plan, soit fédéral, provincial, mais pour stimuler la diversification économique, pour réduire cette dépendance au secteur forestier, mais tout en maintenant un secteur forestier qui est fort, donc en offrant un programme d'appui pour la modernisation des usines. Donc, peut-être moins d'usines, mais plus performantes pour exploiter de meilleure façon la ressource. Évidemment, pour l'ensemble du secteur forestier, on recommandait une stratégie concertée pour s'attaquer, pour tenir compte des différents enjeux environnementaux. Alors, je vous laisse juger où on en est rendu aujourd'hui. Mais chose certaine, ce que ça démontre, c'est que le secteur forestier est un géant pour le développement socio-économique au Québec. Pour les régions, les collectivités qui en dépensent, c'est un joueur qui est vraiment important. Par contre, quand on prend la perspective de la dynamique internationale, on devient tout petit, on devient, j'ai dit une fourmi, c'est peut-être pas la bonne analogie, Michel vous en reparlera, mais donc c'est une toute autre perspective où on voit qu'on est un peu plus dépendant de ce qui se passe autour, on a moins de contrôle et donc il faut s'ajuster et être résilient à notre façon. Alors, je te laisse poursuivre, Michel. Peut-être que tu vas être meilleur que moi dans le... Ça va marcher avec moi. Excuse.
va très bien, ça. Alors, bonjour tout le monde. C'est un vrai plaisir d'être ici aujourd'hui. C'est le fun, il y a plein de têtes grises que je n'avais pas vues depuis plusieurs années. Ben, pas plusieurs jours. Bonjour à ma collègue Caroline qui est ici. Alors, je vais poursuivre dans cet ordre-là, dans la veine de... Tout en ligne, Michel. On n'entend pas du tout en ligne. On n'entend pas en ligne. Le micro ne marche pas, non. Ouais, je suis pas si pire. Moi, c'est ouvert. Oui, oui, la petite lumière verte. Ah, c'est de ma faute en plus. Bon, est-ce que c'est mieux comme ça? Alors, on continue. Nancy, elle nous a montré clairement que la dynamique au niveau de l'approvisionnement, c'est régional. J'aime toujours dire, moi, dans une usine, il y a deux côtés. Il y a un côté où le bois est rond, puis il y a un côté d'où le bois est scié. Et le côté d'où le bois est rond, c'est une dynamique qui est très régionale. Quand on regarde par la fenêtre du côté du bois rond, c'est une dynamique qui est régionale. Il existe une poignée d'usines qui peuvent s'approvisionner à l'intérieur d'un bassin économiquement approvisionnable. Il y a une poignée d'usines, mais quand on regarde on est du côté du boissier, puis qu'on regarde dehors, c'est pas la région, c'est pas la province, c'est pas le pays, c'est l'Amérique du Nord qu'on voit. Alors, on ne compétitionne pas contre 2, 3 ou 4 usines, on compétitionne contre tous ceux qui veulent, ou on compétitionne avec tous ceux qui veulent utiliser le même marché. C'est-à-dire en Amérique du Nord, plus de 1000 usines qui veulent avoir les mêmes parts de marché. Alors, c'est ce qui nous amène à notre première définition, puis c'est bien important de la comprendre. Autant on est un joueur très concentré régionalement pour l'achat de matières premières, autant on est dans ce qu'on appelle en économie en compétition parfaite. C'est quoi la compétition parfaite? Premièrement, parlons d'abord du ratio de concentration. Les 4 plus grosses usines régionalement, généralement, vont aller chercher 100% de l'approvisionnement ou de la possibilité d'approvisionnement de la région. Au niveau marché du bois d'œuvre, les 4 plus grosses compagnies, puis j'entends des entreprises comme West Fraser, Canfor, on peut les nommer, Résolu, Tolco, Interforce, c'est des usines qui sont presque aussi grosses chacune que la production du Québec. Pas des usines, des compagnies qui produisent presque autant que le Québec au complet. Et quand on les met tous ensemble, ces entreprises-là, ces 4 plus grosses-là, le ratio de concentration est à peu près de 25 %. Ils ne possèdent que 25 % du marché. Ça veut dire quand on se compare à d'autres, par exemple, vous voyez d'autres secteurs où la concentration est beaucoup, beaucoup supérieure. Alors, grand nombre de producteurs, mais aussi grand nombre d'acheteurs, ce qui fait personne dans l'industrie, que tu sois West Fraser ou Résolu, personne n'a la capacité de, par exemple, produire plus en faisant baisser les prix ou produire moins puis de faire augmenter les prix. Il n'y a personne qui a cette capacité-là. Puis la même chose du côté des acheteurs. Personne n'a la capacité d'acheter plus, donc il va faire monter les prix, ou d'acheter moins pour faire chuter les prix. C'est l'ensemble des forces du marché, l'ensemble de l'offre, l'ensemble de la demande qui fait en sorte qu'on a un prix un prix de transaction. Et ce prix de transaction-là, il a la particularité d'être le même partout en Amérique du Nord. Oui, vous m'avez bien compris, malgré ce qu'on entendait, notamment dans les années 2020, pendant la pandémie, que le Québec envoyait son bois aux États-Unis puis qu'il y avait un meilleur prix. C'est complètement farfelu. C'est de ne pas comprendre la dynamique du marché. Si le prix est plus élevé sur le marché de Boston que Great Lakes, c'est une question de quelques heures, peut-être une journée ou deux avant qu'on redirige le bois pour que les prix s'équivalent. Donc, un producteur qui soit situé au Québec, n'importe où, et qui envoie son bois sur le marché de Montréal ou Boston, va avoir le même prix compte tenu du taux de change, distance de transport différente, qu'on appelle notre mille net, le prix à l'usine, il est le même partout en Amérique du Nord. Donc, c'est un produit, c'est une industrie dite de produits de base qu'on traduit très mal en commodité, ce n'est pas le bon terme, c'est des produits de base qui sont sujets au cycle économique et une particularité des produits de base en compétition parfaite,
c'est qu'ils sont non différenciés ou très peu différenciés et qu'il n'y a pas de frais de transfert. Ce qui fait que si un acheteur achète du bois de West Fraser et il se chicane avec West Fraser, puis à partir de maintenant, je vais l'acheter chez Résolu, c'est la même affaire. Il n'y a pas de transfert, il n'y a pas d'apprentissage, en autant que l'étiquette, l'étampe soit la même, c'est la même chose. Il n'y a pas de coût de transfert. Si par contre, notre entrepreneur peut acheter, utilise des machines de type Valmet, puis il veut passer à des Komatsu, il faut qu'il change ses pièces de rechange. Il faut qu'il forme ses opérateurs. Il faut que les mécaniciens, il y a des coûts de transfert qui sont importants. Il n'y en a pas dans le bois. Alors, la seule façon avec laquelle on a de compétitionner, c'est par les coûts, ou à peu près la seule façon qu'on a de compétitionner, c'est par le coût. Il faut être capable, comme le revenu, lui, est fixe pour tout le monde, il est le même pour tout le monde, peu importe où tu te situes, la seule façon avec laquelle tu peux rester en vie, c'est de contrôler tes coûts d'opération. Alors, c'est le type de compétition la plus dure. C'est là qu'on peut voir le capitalisme dans son état le plus sauvage. C'est une industrie de tranche-gorge. Si tu n'es pas capable de faire face à la musique, plein de valeur, mais tu disparais. Alors, les gens qui sont là, l'industrie forestière au Québec, c'est des gens, croyez-moi, qui sont extrêmement résilients. Alors, on va passer vite. Il y a d'autres choses, mais on va passer vite. Donc, la concurrence, il y a deux types de concurrence. Nancy en a parlé de la partie régionale, puis moi, je vais plus parler de la partie internationale. Je t'en passe à travers tout ça. Moi, si je veux, comme Québécois, compétitionner sur le marché de Boston contre d'autres Américains ou des Suédois, ben, j'ai certains avantages, certains désavantages. Mon avantage concurrentiel, ça peut être dans le taux de change, la distance de transport, qualité de la fibre, bref, on en a toutes des choses qu'on voit dans la colonne de gauche. Du côté domestique, si je veux compétitionner pour la fibre, ben là, ça va être la qualité de mon administration, le coût d'opération de mes équipements, parce que j'ai investi dans mes équipements, la relation que j'ai avec mes entrepreneurs, la relation que j'ai avec mes acheteurs, bref, toutes des choses qui sont sur un autre ordre, à un autre niveau. Quand les arrivé les enchères dans les années 2013, le nouveau régime, à droite, on n'avait pas l'habitude de ce genre de compétition-là. À gauche, ça fait, depuis que l'industrie existe, qu'on a l'habitude de compétitionner avec les autres. Mais à droite, ça nous a obligés à développer un autre type d'habilité. Alors, vous comprenez que à droite, c'est plus la compétition au niveau de la fibre, au niveau de l'achat. À gauche, c'est plus des genres de compétition au niveau du bois d'œuvre, des produits finis. Alors, une autre caractéristique, si vous regardez ça lentement, puis avec un peu de recul, vous allez voir qu'à gauche, les entreprises n'ont aucun contrôle sur ces éléments-là. N'importe quelle usine de sciage ne peut pas contrôler le taux de change, distance de transport au marché. On n'a pas cette capacité-là, mais on peut contrôler ce qui se passe dans la colonne de droite. Alors, le type de compétition qu'on observe en forêt pour l'achat de bois, type de compétition pour mettre le bois en marché, ça fait appel à des habiletés qui sont complètement différentes. Puis les gens en charge de l'approvisionnement, puis les gens en charge des ventes, ce sont des équipes complètement différentes qui n'ont pas les mêmes habiletés, qui doivent faire affaire avec des gens différents, puis qui doivent utiliser des habiletés différentes. Alors, ça m'amène à nos coûts. Là, on parle de tempête parfaite. Une chose qu'il faut éliminer tout de suite, une erreur qu'on a faite, que j'ai faite pendant des années, même comme économiste, c'est de penser que le prix du bois d'œuvre est relié à la demande. Bon, quand on construit plus de demandes, les prix montent, on construit moins de demandes, les prix baissent. C'est faux. Les prix, même dans un secteur comme la compétition parfaite, les prix sont toujours, je le répète, toujours reliés à l'offre et la demande. Tout le temps. Tout le temps. Alors, puis vous voyez, depuis 2000, on voit en haut la demande pour le bois d'œuvre en millions de PMP par mois. Puis à gauche, en dessous, en vert foncé, un indice de prix. J'ai utilisé par hasard le prix BEC. Alors, puis vous voyez qu'entre les deux, je ne sais pas s'il y en a qui voient des corrélations ou des liens entre les deux, mais il n'y en a pas beaucoup.
On est autour ici de 5 milliards de PMP par mois. On a été à des taux de 6,5 milliards de PMP juste avant la tempête parfaite dont Nancy faisait allusion. Et vous voyez que les prix à ce niveau-là étaient autour de 400$. Aujourd'hui, on est à 5 milliards de PMP, puis les prix ont monté. Vous voyez, ça, c'est la pandémie. Qu'est-ce qui explique que les prix ont monté et qu'aujourd'hui, les prix sont là? C'est certainement pas la demande, certainement pas la consommation de bois d'œuvre, parce que ma ligne de gauche, en haut, c'est vraiment ma consommation, c'est ma demande. C'est l'expression la plus pure de ma demande pour le bois d'œuvre. Alors, les prix ne sont pas reliés à la demande, malgré ce qu'on peut penser, puis malgré le réflexe qu'on a encore. Si ce n'est pas la demande, ben c'est l'offre. Donc, si les prix sont bas, c'est parce qu'il y a trop d'offres. Hein? C'est l'économie 101. Regardons la production d'Amérique du Nord. Caroline, il me semble que je ne vois pas de trop d'offres. Moi, je vois plutôt que ça baisse depuis une couple d'années. Pourquoi les prix ne sont pas plus hauts qu'ils sont présentement? J'ai une capacité qui baisse. J'ai une capacité de production qui baisse. Vous vous souvenez, tout de suite ici, j'étais à 4,5 milliards de PMP. Sur une base annuelle, c'est 78 milliards de consommation de bois d'œuvre en 2005, juste avant la tempête parfaite. Aujourd'hui, je suis à 5 milliards, donc à peu près 60 milliards de PMP. Ce n'est pas la gloire, c'est pas si vargeux que ça, mais on comprend que ce n'est pas la tempête parfaite là, qu'on a eue ici, là, où on a descendu à peine au-dessus de 3 milliards de PMP sur une base annuelle. On n'est pas là, là. La demande, on aimerait ça qu'elle soit plus élevée que ça, mais la demande, ce n'est pas elle qui crée le problème présentement. Puis si ce n'est pas la demande, est-ce que c'est l'offre en Amérique du Nord? Non, l'offre, on a de la misère à suivre ici aussi. Alors, d'où ça vient? En fait, il y a quelque chose qu'il faut comprendre, qui est un grand bouleversement dans notre vision des marchés, c'est l'autosuffisance du Canada et des États-Unis. Le Canada et les États-Unis, si on le prend parlons de l'Amérique du Nord. L'Amérique du Nord, écoutez-moi bien, l'Amérique du Nord n'est pas autosuffisante en bois d'œuvre. L'Amérique du Nord n'est pas capable de satisfaire sa propre demande en bois d'œuvre. Vous vous souvenez, 2005, 78 milliards de PMP, il a fallu que j'importe un peu plus de bois. Quand ma ligne noire est au-dessus de 0, c'est parce que j'importe du bois, plus que j'en exporte. Je suis un importateur net. Donc, à 78 milliards en 2005, je n'avais pas le choix, je n'étais pas capable de produire ça en Amérique du Nord, j'en ai importé. Mais regardez aujourd'hui, depuis 2 ans, on est aussi des importateurs, puis on ne consomme que 60 milliards. Alors, on n'est pas capable de satisfaire notre demande. On a besoin d'un apport extérieur. Cet apport extérieur, il vient d'où? Ben, c'est là qu'arrive le contexte géopolitique qui nous rentre dans le corps de plein fouet en Amérique du Nord. Ça vient essentiellement d'Europe. Vous voyez, la bande bleue, c'est les exportations d'Europe vers les États-Unis, alors qu'ils devraient être dans votre cycle, par exemple, autour de 40-50 millions de pieds par mois. Bien, on est rendu à au-dessus de 4 milliards. Et il est là le problème. Mais pourquoi les Européens, notamment les Allemands et les Suédois, qui ont un produit de très, très grande qualité, qu'est-ce qu'ils viennent faire ici si les prix ne sont pas bons? Ici, on dit que les prix ne sont pas bons, puis ils nous envoient ça à plein bateau. Quand la guerre en Ukraine a commencé, on s'est dit, les prix vont monter parce que la Russie, qui envoyait 3 milliards de PMP en Europe, s'est bannie. Alors, les 3-4 milliards de PMP que l'Europe peut envoyer en Amérique du Nord, ils vont les garder chez eux. Il va nous manquer du bois. Et là, tous nos indicateurs montraient qu'on se redirigeait une autre fois vers une flambée de prix comme à 1500 à 1800 pièces du mille-pieds comme on a eu en 2020 puis 2021, ce qui n'est pas une bonne nouvelle. Vous allez dire, c'est le fun des prix comme ça. Oui, c'est le fun du 1500 pièces, sauf que, ça étrangle tout ce qui est le reste de la chaîne de production, les acheteurs, la deuxième transformation. Puis 2, ça veut dire que quand ça monte, généralement, ça descend aussi vite. Alors, on sait qu'on va redescendre et c'était précisément ce qui s'est passé. Le secteur forestier aimerait ça aussi
pouvoir bénéficier de prix stables, puis de pouvoir se budgéter, se planifier sans être dans des montagnes russes. Alors, l'Europe, en revenant à notre Europe, ce qui s'est passé en réalité, c'est que le marché russe du bois d'œuvre, ben, il s'est tourné vers la Chine. Ils ont envoyé leur bois vers la Chine. La Chine est en diminution, en ralentissement économique très important, ce qui fait que le bois de la Russie leur convient parfaitement. L'Europe est un gros exportateur de bois en Chine. Un, ils en ont beaucoup moins besoin parce qu'ils ont le bois russe maintenant. Puis deux, il paraît que c'est délicat de passer dans la mer Rouge puis au canal de Suez présentement. Il y a des bateaux qui reçoivent des obus, puis on a moins envie de passer là. Fait que, on fait quoi avec notre bois? Puis là, ben, tempête parfaite, un petit peu, en Europe, et grosse épidémie de, c'est quoi, spruce budworm, qui est aussi grosse que ou sinon plus que celle de dendroctone du pin qu'on a eu dans l'Ouest canadien. Alors, il y a un surplus de bois rond en Europe et le marché européen de la construction, il est complètement à terre. Notre jauge, par exemple, on me disait il n'y a pas longtemps, la Suède et le Québec ont à peu près la même population puis à peu près le même niveau de construction. On devrait construire 40-50 000 unités par année. Présentement, en Suède, c'est à 10 000 unités. Alors, quand la guerre est dans ta cour, c'est peut-être moins intéressant de construire. Et avec les taux d'intérêt qu'on a eus pour contrer l'inflation, ben, ça rend la construction pas mal moins intéressante. Alors, tout ça fait en sorte que, oui, il y a eu une tempête parfaite, mais ce n'est pas la même tempête qu'on a eue en 2005 quand la demande était extrêmement faible, puis que je ne reviendrai pas sur la description que Nancy a faite. Alors, on est dans une tempête parfaite au niveau de l'offre, mais l'épidémie d'insectes en Europe est en régression, est en train de diminuer. Vous voyez qu'on était très heureux de voir cette moyenne mobile-là, 12 mois, commencer à baisser. La guerre, que ce soit en Ukraine ou que ce soit au Moyen-Orient, ça a tout quelque chose en commun, les conflits, c'est que ça finit par se régler. Et la Chine, il y a 3 grands pôles économiques sur la Terre, l'Amérique, l'Europe, puis la Chine. Il faut qu'il y en ait au moins 2 des 3 qui fonctionnent bien pour que l'économie mondiale fonctionne bien. Puis présentement, c'est en Amérique que ça fonctionne bien. En Europe, ça commence à se relever, puis en Chine, ils sont encore un petit peu en lendemain de brosse. Là. Ça ne va pas si bien, mais ça recommence. On voit des indications que ça commence à reprendre. Alors, on est très optimiste face à l'avenir. Puis, pour terminer, je voulais vous montrer des indicateurs qu'on utilise reliés à la demande, des indicateurs structurels qui n'ont absolument rien à voir avec les taux d'intérêt, taux d'inflation, taux de change, guerre, peu importe, ça n'a rien à voir avec ça. Et ce sont des indicateurs qui sont très robustes d'un point de vue statistique dans nos modèles. C'est des éléments qui sont extrêmement robustes. Un de ceux-là, par exemple, c'est la proportion des gens aux États-Unis qui sont dans la catégorie 30 à 45 ans. Pourquoi? C'est la catégorie de gens qui sont les plus agressifs pour l'achat d'une maison, l'achat d'une première maison. C'est cette catégorie-là. Et cette catégorie-là, elle n'est pas dure à suivre. Peu importe ce qui arrive dans l'économie ou sur la Terre, on sait que si tu as 29 ans aujourd'hui, l'année prochaine, tu vas rentrer dedans. Puis si tu as 35 ans, l'année prochaine, tu vas être encore dedans. Puis si tu as 45 ans aujourd'hui, l'année prochaine, tu vas sortir. On sait très bien il y a combien de gens dans cette catégorie-là, puis combien il va y en avoir dans les prochaines années. Puis vous voyez qu'on est en augmentation de façon importante, puis on va le rester encore pendant au-dessus de 30 ans. Alors, cette catégorie-là, c'est celle qui met de la pression sur l'habitation. C'est celle qui fait en sorte qu'il faut construire des maisons. Alors, ces gens-là, ils peuvent se replier un peu. Les taux d'intérêt sont élevés. Ce n'est pas les gros salaires. Là, tu commences dans la vie. Ce n'est pas les gros salaires, mais c'est eux qui mettent de la pression et qui vont faire en sorte qu'ils vont acheter une maison plus vieille, usagée, puis qui va nécessiter de la rénovation ou qui va faire en sorte qu'éventuellement, il va y avoir une maison neuve qui va se construire. Ça, c'est un élément qui est important. Un autre élément important, la rénovation. On a changé complètement nos modèles. Il y a 10 ans, je vous aurais dit, la consommation de bois d'œuvre s'en va surtout dans la construction, à peu près 50 puis 20-25 dans la rénovation. Ça donne
peu près 70-75 %. Puis le reste, ça va dans le commercial, le non résidentiel. On fait des coffrages en béton, peu importe. Ça va dans le, dans le reste. Aujourd'hui, la rénovation, surtout avec la pandémie, la rénovation est rendue un plus gros consommateur de bois que la construction. Puis pourquoi on suit la construction de façon aussi serrée? En fait, on s'en fout de la construction. C'est juste que le produit qui m'intéresse, le bois d'œuvre, il n'y a pas de demande pour le bois d'œuvre, il n'y a pas de demande directe. Il n'y a personne qui se lève un matin qui dit, moi, là, ce matin, si tu m'achèterais un 2x4, je me sentirais bien avec ça. Personne qui fait ça. Mais par contre, quelqu'un qui se dit, je vais construire une maison ou je vais agrandir mon cabanon, il vient de créer une demande. C'est pour ça qu'on s'intéresse à la construction et à la rénovation, parce que c'est de là que part la demande pour nos produits. Pas parce que ça nous intéresse, la construction. C'est le 2x4 qui nous intéresse plus, mais la construction, c'est elle qui génère la demande. Alors, pour en revenir à ma rénovation, dans la vie d'une maison, la portion de la vie d'une maison qui nécessite le plus de rénovation, ce sont les maisons qui ont entre 20 et 40 ans, 20 et 39 ans. Alors, ces maisons-là ne sont plus au goût du jour, puis sauf que ça aussi, c'est une donnée qui est extrêmement facile à suivre. Si ta maison elle a été construite en 2020, en 2000, elle a comme 24 ans aujourd'hui. C'est pas dur. Puis si elle a été construite en 2010, elle a 14 ans, puis l'année prochaine, elle va en avoir 15. On le sait, il y a combien de maisons qui sont construites, puis on sait, il y a combien de maisons par catégorie d'âge aux États-Unis. Et avant la tempête parfaite de 2005, ben, on construisait à des niveaux de 1,8, 2,2 millions de maisons par année. Alors, ces maisons-là sont rendues dans la catégorie de 20 ans aujourd'hui, puis elles vont nécessiter des rénovations importantes. Alors, on voit qu'on avait généralement autour de 21 millions d'unités qui étaient dans la catégorie de maisons qui étaient toujours dans la catégorie de 20 à 39 ans. On va monter présentement la moyenne des prochaines années. C'est plus de presque 24 millions. On va même dépasser le 24 millions pendant certaines années. Alors ça va inciter une utilisation du bois d'œuvre pour la rénovation qui va être importante. Puis ça va changer beaucoup les patrons de distribution du bois. Les scieries, au lieu d'envoyer du bois à des pro-dealers, à des gros constructeurs d'habitation, vont envoyer aussi beaucoup de bois à des Home Depot, des Lowe's, puis les grandes surfaces, d'où part beaucoup la rénovation. Alors, la demande, présentement, pas fort, ça aurait pu être pire, c'est pas la tempête parfaite de 2005 que Nancy décrivait. C'est pas les gros chars, on n'est pas à 75-80 milliards de PMP, on est à 60, mais d'avoir quelques milliards de PMP de plus et de voir les Européens qui vont se retirer lentement de notre marché, puis il ne faut pas qu'ils se retirent au complet parce que les prix vont soigner de façon importante à la hausse et malheureusement aussi à la baisse. Présentement, ben, on est dans une situation où on ne peut qu'être optimiste quant au projet. On a mangé une maudite depuis 2 ans. Hein? Ça fait des années de prix là, qui sont vraiment pénibles avec les taux d'intérêt. On peut pas dire qu'on a eu des belles années. Mais cette tempête-là qu'on a, elle ne ressemble pas du tout à la tempête de 2005 et on va s'en sortir beaucoup plus vite parce qu'en 2005, une des raisons pour qu'on était en situation comme ça, c'était justement à cause de la construction. Je ne sais pas si les plus vieux ou les subprimes, puis les... Bon, on n'est pas là aujourd'hui. La demande, la construction fait en sorte que c'est ce qui nous maintient la tête en dehors de l'eau au niveau économie nord-américaine. Et c'est ce qui va faire en sorte que les prix pour le bois d'œuvre vont revenir à un niveau intéressant. Puis il ne faut pas que les prix recommencent à faire des montagnes russes. Les prix à 600$, le prix bec présentement, 630$, c'est pas assez. Mais il y a une fourchette, une fenêtre à l'intérieur de laquelle les scieurs feraient des profits, puis tous leurs acheteurs, puis tout le reste de la chaîne réussirait aussi à faire des profits, mais il va falloir que les prix se redressent. Et pour terminer, ben, j'aime toujours montrer ma pyramide des effets du sciage, des effets de l'industrie forestière en général, pas juste du sciage, mais on prend l'ensemble des secteurs forestiers. Première, deuxième, troisième transformation, les effets
directs, indirects, et les effets induits. Parce que oui, quand tu restes à Lebel-sur-Quevillon ou tu restes à Chibougamau, ton emploi dans une clinique dentaire ou à la station-service ou n'importe où dépend énormément du secteur forestier, ce qui n'est pas le cas dans les villes comme Québec ou Montréal. Mais plus tu t'éloignes des grands centres, plus les emplois induits dépendent de l'activité de base de la ville en question. Alors, tous nos efforts, on entend juste parler de... Oups, il y a eu un petit problème de... Je ne sais pas c'est qui a passé qui a mis ça. À peu près 400 millions de dollars ici de droits forestiers, le droit de coupe. Tout est focusé là-dessus, on travaille là-dessus. C'est juste ça qu'on voit dans les... Mais en réalité, c'est la pointe de l'iceberg. Ce 400 millions-là, il est négligeable par rapport aux 6, ben, négligeable, non, mais il est très faible par rapport aux 6,8 milliards de retombées que le secteur forestier entraîne année après année dans l'économie québécoise. Et il y a une partie aussi qui s'en va au secteur, au gouvernement fédéral. Alors, vous voyez qu'il y a plus de 200 $ du mètre cube qui est récolté, transformé au Québec, qui revient dans les coffres de l'État. Puis, souvent, on va se chicaner, ou tout ce qu'on va voir dans les journaux, c'est la part des droits de coupe, des redevances. Alors, le secteur forestier est beaucoup, beaucoup plus important. En fait, il est 10 fois plus important en termes de retombées de la taxation, nos impôts, les taxes qu'on paye, la parafiscalité, ça c'est la CNESST, c'est le congé parental, c'est toutes ces choses-là. L'impôt sur le salaire des travailleurs et des industriels, il est beaucoup plus important que le seul droit de coupe qui pourtant attire l'attention. Donc, c'est vraiment la pointe de l'iceberg. Et je pense qu'il faut comprendre qu'il y a beaucoup plus que ça dans le secteur forestier. Puis, je vous dis qu'on est la demande, le bois du Québec va être en grande demande dans les prochaines années parce qu'on n'est pas autosuffisant en Amérique du Nord. On l'est beaucoup plus que suffisant au Québec. On ne manquera pas de bois au Québec, mais on a une industrie qui peut créer beaucoup de richesses pour les Québécois et il faut en prendre soin. Alors, je vous laisse là-dessus. Ça va très bien. Merci beaucoup, Nancy. Merci beaucoup, Michel. C'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Il y avait au-dessus de 300 personnes là, au Café Conférence, là. On va prendre des questions en salle. Gabriel va vous donner le micro. Puis aussi, Marc-Claude, tu vas me faire signe pour les questions en ligne. C'est ça? Donc, est-ce que vous avez des questions? Michel, Nancy, venez ici. Parce qu'il faut parler dans le micro, en fait, pour que les gens comprennent. Ça, c'est pas bon? Oui, c'est bon. C'est bon, ça? Toi, parle dans le micro. Vous avez une conclusion? Ma question s'adresse à Michel. Au niveau, disons, on a parlé mettons, des billes qui rentrent à l'usine. Ça, c'est un élément très important. La proportion d'une bille qui va en sciage est autour de peut-être 37, 38, 40 %. Mais il y a tout le volet des sous-produits qui, mettons, au niveau des séries, depuis, mettons, je vous dirais, une vingtaine d'années, il y a eu une perturbation totale et complète du marché des sous-produits. Je crois que c'est un élément qui est négligé mettons, chez beaucoup au niveau de l'industrie, dans le sens qu'il faut réellement, si on veut, réactiver la recherche et développement pour générer une valeur ajoutée supplémentaire aux sous-produits. Je crois que c'est un élément aussi dans l'industrie du sciage là, qui n'est pas assez, peut-être aujourd'hui, pris en charge. Donc, c'est ma question qui s'adresse à vous. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Bien, le secteur des ports des papiers, surtout les papiers de ce qu'on appelle les usines thermomécaniques là, au Québec, non, évidemment, c'est tout à fait dépendant du secteur du sciage. C'est rendu, moi, dans mes yeux d'économiste, on appelle ça de la deuxième transformation. Le secteur des ports des papiers ne va plus en forêt s'approvisionner. Il s'approvisionne à partir des revenus de première, des produits, sous-produits de première transformation. Puis, ça ne peut pas, on ne peut pas se passer un de l'autre.
le secteur avec 40 de sillage, on peut pas il y a 60 avec lequel il faut faire quelque chose. Là. Et puis, dans notre système de comptabilisation des coûts, tous les coûts d'abattage, écorçage, mise en copeaux, c'est tout imputé au sillage. Donc, ça fait que les copeaux, c'est un produit sur lequel il n'y a plus de coût d'un point de vue comptable. C'est un revenu, c'est donc un revenu. Et sans ce revenu-là, les usines de sillage ne peuvent pas passer au travers non plus. Là. Puis le gros consommateur de copeaux, ben, c'est les usines thermomécaniques. En passant, il y en a 14 au Canada, dont 10 au Québec. Puis c'est là où on est un peu vulnérable. Alors, présentement, il y a un essor ou un effort pour essayer de convertir. Parce que, tu sais, la question, c'est pas de savoir combien de temps est-ce que tu vas faire du papier journal? C'est dans combien de temps tu vas arrêter d'en faire? Un jour, une usine de papier journal ne fera plus de papier journal. Bien, au lieu de fermer l'usine, puis d'avoir un passage à vide dans la région de 5 ans, 10 ans, 20 ans, puis de recommencer avec d'autres choses, ce serait le fun si on pouvait utiliser les connaissances, les gens qui sont sur place pour les amener à travailler sur d'autres choses. Puis là, bien, le temps presse, puis la COVID a fait en sorte qu'on se retrouve tout de suite après la COVID à peu près 5 à 10 ans plus vite que ce qu'on est dans la situation qu'on pensait être dans 5 à 10 ans, mais on l'est tout de suite. Là. Les gens ne lisent plus, ou à peu près plus les journaux. La consommation de papier journal a diminué de façon importante, puis on sait bien qu'un jour, ça va. Donc, la recherche, on prie pour qu'on soit capable de trouver des débouchés, puis qu'on soit capable d'utiliser ces produits-là avec d'autres produits de valeur ajoutée. Effectivement, c'est un enjeu qui est majeur dans notre transformation industrielle. Je vais profiter de l'opportunité pour vous dire que vous êtes ici dans le pavillon Jean H. Kruger qui accueille à la fois tout le programme de Génie du bois, mais aussi le programme de recherche au niveau de la deuxième, troisième transformation, le centre de recherche sur les matériaux renouvelables et un accent très fort qui est mis, entre autres, pour l'optimisation du sillage, donc améliorer notre facteur de rendement, mais aussi sur l'utilisation des sous-produits ou des coproduits. Autant au niveau de la production de panneaux, on a une nouvelle chaire de recherche sur les panneaux, mais aussi au niveau de la biomasse. Donc, on travaille très fort en recherche et aussi au niveau des opérations forestières là, pour améliorer tout le procédé puis renforcer l'ensemble de la filière. Le professeur ici, Robert Beauregard, qui se plaît à dire on peut faire avec le bois la même chose qu'on peut faire avec le pétrole. Et par contre, avec le pétrole, on a plus de 100 ans d'expérience dans la pétrochimie, mais il faut aussi faut être capable, c'est peut-être plus complexe de dissocier les molécules qui forment le bois. Là. Il y en a qui connaissent ça mieux que moi ici. Mais par contre, on peut faire la même chose, que ce soit les carburants, les produits, on peut faire la même chose qu'avec. Et ben, ça a la chance d'être renouvelable et biodégradable. Une question de Guillaume Fortin. Il aimerait savoir où on en est avec les droits, les taxes américaines actuelles. Est-ce qu'il y a des négociations? Je pense que je vais te la laisser, celle-là. En fait, quand on parlait tantôt, bonne question. Je pensais de ne pas parler du dossier du bois d'œuvre, mais on ne s'en sortira pas. Quand on parlait des Suédois et des Allemands qui envoient leur bois en Amérique du Nord, vous comprenez qu'on a notre avantage concurrentiel, la colonne de gauche, distance de transport. On a un avantage concurrentiel sur les Allemands et les Suédois. Il faut qu'ils traversent l'Atlantique. Hein? Ça coûte des sous. Mais comment ça coûte de traverser l'Atlantique? Bien, ça coûte à peu près ce qu'on paye comme taxe aux États-Unis présentement. Ce qui fait que notre avantage concurrentiel sur les Européens et les autres pays du monde, il est complètement disparu. On était en Finlande au début de l'année, puis, croyez-moi, les gens suivent le dossier avec beaucoup d'intérêt. Et ils savaient très bien à quel niveau les taxes allaient être cette année puis l'année prochaine, parce que pour eux, ils savent qu'ils vont pouvoir compétitionner contre le bois canadien sur le territoire américain. Mais le bois, les Allemands, les Suédois, sont juste ces deux-là, parce que c'est les deux plus gros, mais il y en a d'autres, on sait c'est quoi leur coût d'opération, puis on sait c'est quoi leur revenu, parce qu'ils ont les mêmes marchés que nous autres. Est-ce qu'ils font du dumping? Oui, ils font du dumping. Big time, ils font beaucoup de dumping. Est-ce qu'ils sont pris par les Américains dans le dumping? Pas du tout. Alors, c'est une belle occasion pour moi de dire que le litige sur le bois d'œuvre, c'est une aberration. Tout ce que ça contribue à faire, c'est d'empêcher le bois canadien de rentrer puis de favoriser le bois européen. J'aimerais rappeler aux Américains
qu'on a comme un traité de libre-échange avec eux et qu'on est supposé être leurs meilleurs amis et leur plus grand partenaire commercial, financier et même militaire. On a des liens, on est supposé être les deux plus grands amis du monde. C'est pas comme ça qu'on traite des grands amis. Alors, pour en revenir plus spécifiquement à la question, la dernière partie de la question est facile à répondre. Non, il n'y a pas de négociation. Et présentement, les droits sont de 14,4 % combinés les deux ensemble. Et comme on est dans un marché d'acheteurs, donc c'est l'acheteur, c'est la demande qui dicte plus les prix que l'offre présentement, ben, le 14,4 %, c'est les industriels qui le payent de leur poche. Donc, il y a un prix de vente duquel ils doivent prendre le 14,4 %. Alors, ça fait mal, ça fait d'autant plus mal et il n'y a pas de... pas aller beaucoup plus loin sans tomber dans le stratégique, là, mais bref, la situation, c'est ça. Il n'y a pas de règlement en vue. Guy Lessard, Sarfo, j'ai un commentaire et puis une question. Pour le pain blanc, quand on compare l'Ontario, parce qu'on parle depuis tantôt, évidemment, des nouveaux débouchés puis tout ça, mais il existait dans le passé une chaîne industrielle dans le pain blanc qui permettait à ce moment-là d'écouler des petits bois, des moyens bois, etc. Et puis, du côté du Québec, toutes ces usines-là ont fermé. Il reste juste finalement, Rapide des Joachim, l'eau, etc. pour l'Outaouais. Mais en Ontario, elles sont encore toutes ouvertes et sont encore florissantes. Fait que il y a des 4x4 de pain blanc qui s'en vont pour faire de l'aménagement paysager, etc. Donc, les usines sont en pleine croissance. Qu'est-ce qui s'est passé pour que la chaîne industrielle s'effondre au Québec alors qu'elle a été maintenue puis encouragée puis est en plein essor en Ontario? Je n'ai pas, Guy, de réponse bien claire, sauf que dans la région d'Outaouais, le pain blanc est beaucoup relié au feuillu. Et puis, donc, est-ce que c'est le résultat de la gestion qu'on a faite des ressources feuillues? Aujourd'hui, pour récolter 1 mètre cube de sillage, il faut récolter 4 mètres cubes de pâte. Le pain blanc, comme le cèdre aussi, le tuya est dans la même situation. C'est un effondrement complet de ces approvisionnements-là qui proviennent qui sont dépendantes, en fait, de l'industrie du feuillu. Puis on sait que dans l'Outaouais, ben, oui, il y a des usines de sillage feuillu, mais les usines qui utilisent la pâte feuillue, qui est indispensable, ben, on connaît le sort de Fraser Paper qui est devenu Fortress, puis que ça prend ce genre de gros utilisateurs-là. Puis la première cause que je mettrais de l'avant, Guy, c'est celle-là. Là. C'est le problème d'écoulement de la pâte feuillue à moins qu'il y en ait qui aient d'autres idées là-dedans. Là, c'est possible. Là, mais la première raison que je verrais, c'est ça, c'est la gestion de notre forêt feuillue. Jean-François Paquette, Service canadien des forêts. J'aimerais connaître tes perspectives dans un avenir moyen et court terme pour le marché du feuillu. Actuellement, le prix offert pour les feuillus est catastrophique. Là. On a des prix des années 2000 et même en dessous de ça. J'aimerais avoir votre avis par rapport à ça. Bien, le feuillu a ceci de particulier par rapport aux autres produits forestiers, c'est que c'est pas un produit de commodité, c'est pas un produit c'est pas une demande dérivée, hein, comme dans le 2x4. Quand tu construis une maison, tu ne te demandes pas, je vais-tu mettre des murs ou je ne vais pas mettre de murs. Si tu veux construire une maison, tu vas mettre des murs, puis ils vont être en résineux. Pas de... Mais par contre, dans tes plans, ton beau plancher en bois franc que tu avais prévu, ou tes murs ici, il y en a pour... en passant, je suis toujours estomaqué de la beauté des lieux ici. Le bois, c'est un produit, le feuillu, c'est un produit d'apparence, puis il ne répond pas au même cycle économique. Alors, quand le prix de la construction augmente, une des premières choses qui va écoper, c'est le feuillu, parce que ton plancher en bois franc que tu voulais mettre, ben, tout d'un coup, un beau brélard pendant 2-3 ans, ça peut faire la job. Là, puis, c'est des produits qu'on voit, des produits qu'on n'est pas obligé de mettre en place tout de suite. Et puis, souvent, les produits feuillus vont suivre 1 ou 2 ans après le rebond de la construction. Alors, je ne vois pas de grands problèmes avec le feuillu à long terme. La demande va revenir,
Mais la demande aussi, généralement, tombe un peu après que la construction soit tombée et elle reprend. Elle est comme désynchronisée. Alors, il n'y a pas. Le feuillu, ça a la cote. Les gens veulent que ce soit pour les meubles. Mais c'est des produits de luxe, des produits d'apparence. C'est les premiers qui disparaissent. On a une question de Solange Nadeau. Bonjour. La question est pour Michel. Quelles sont les conséquences de la tendance de consolidation et de transfert de propriété des compagnies vers l'étranger pour la modernisation et l'innovation des usines québécoises? Solange a dit, c'est Michel. Ah, c'est Solange, j'ai dit ça. Merci, Solange. En fait, moi, je vais vous parler comme économiste. Si une entreprise étrangère s'intéresse à une de nos usines, à une de nos entreprises, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose à faire avec, c'est peut-être parce qu'elle est intéressante. Et une entreprise étrangère n'achètera jamais une usine pour la fermer. Hein, ils vont acheter une usine pour la faire marcher parce qu'il n'y a rien qu'une façon de faire de l'argent avec une usine, c'est de la faire fonctionner. Alors, moi, la propriété, on a la chance dans le secteur forestier de ne pas avoir une industrie où je vais acheter mon concurrent, je le ferme, je vais transférer mes affaires ailleurs, comme dans pas l'automobile ou dans n'importe quoi. Je ne peux pas m'éloigner de la forêt. Hein, Nancy l'a montré tantôt. L'approvisionnement, il est régional. Parce que si j'achète une unité de transformation, quelle qu'elle soit, c'est pour la faire fonctionner là. Puis moi, quand j'entends qu'il y a une usine qui va recevoir des sommes, en fait, un qui reçoit de l'intérêt, deux qui va recevoir des investissements, puis qui va continuer à travailler dans la région, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Alors, vous ne me verrez jamais monter au barricade pour dire, hey, telle entreprise étrangère en a acheté une autre. Pour moi, ce n'est que des bonnes nouvelles quand je vois ce genre de transaction-là. Ça prouve qu'il y a de l'intérêt et qu'il y a des entreprises à l'étranger qui voient qu'il y a de l'intérêt pour le secteur forestier québécois, et il y en a. Bonjour, Jean-Pierre Martel. Question pour Nancy, pour donner un break à Michel. Okay. Nancy, dans le rapport de 2015, il y avait 3 principales recommandations: modernisation, diversification, modernisation, puis l'aspect environnemental. Je pense que c'est le 3 volets. Ça, c'est 2015. Avec un certain recul, quand on regarde en 2024, est-ce qu'on a fait des avancées dans ça? Puis deuxièmement, est-ce que ça sera encore les mêmes recommandations? C'est intéressant comme question parce que j'ai pas l'impression qu'on a fait beaucoup d'avancées. Oui, il y a eu des programmes pour aider des entreprises là, à se moderniser. Il y a eu quand même des programmes gouvernementaux. Mais vous vous rappelez, j'ai présidé une commission indépendante sur le caribou forestier. Puis dans les conclusions, les recommandations qu'on faisait, on a strictement fait les mêmes recommandations d'appuyer la diversification au niveau économique pour aider les régions à être moins dépendantes, à continuer à bénéficier de cette ressource-là de différentes façons, aider les entreprises, mais aider aussi les travailleurs à revoir leurs compétences, aider à la modernisation, aider aussi à l'intensification de l'aménagement forestier. Donc, réduire notre impact, notre empreinte environnementale, mais exploiter davantage et mieux sur de petites superficies. Donc, j'ai l'impression, là, on est presque 10 ans plus tard, on a encore place à amélioration. Bon, je vais arrêter ça. Alors, une question d'un ingénieur forestier qui se demande il dit il n'y a pas si longtemps, 400 $ par 1000 pieds MPMP était un prix de base à ne pas franchir pour assurer la viabilité d'une usine, alors que 600 $ MPMP était un prix assurant une excellente probabilité. Qu'est-ce qui explique que 600 $ semble maintenant être le prix plancher à ne pas franchir? En fait, c'est bien simple, ça s'appelle l'inflation. Les coûts d'opération, comme n'importe quoi, depuis 2020, ont explosé dans le secteur forestier. On a eu des taux d'inflation dans les 3 premières années, 20, 21, 22, de l'ordre, en fait, supérieur à 30 %. Alors, quand on met ça ensemble, puis on regarde aujourd'hui la situation des coûts, ce qui était le 400 $ à l'époque, effectivement,
est rendu même au-dessus du 600 $ aujourd'hui. Alors, c'est simplement les coûts, les salaires ont monté de façon importante, puis il n'y a pas de... Ce sont tout simplement des faits. Le coût du carburant, les équipements, tout a monté. Le prix de tous les produits a monté, puis il y a des entreprises qu'on suit de près, évidemment, qui sont de l'ordre des augmentations de prix de l'ordre de 30-35 %, et puis sans compter les augmentations des dernières années encore. Donc, c'est tout simplement ça. Peut-être ajouter, Michel ne l'a pas mentionné, je pense tout à l'heure, mais on est dans un secteur forestier où on est dans bien, il en a parlé, la compétition parfaite, ce qui fait qu'on est des preneurs de prix, donc on n'a pas de contrôle, ça aussi il l'a mentionné, mais ce qui fait en sorte que les entreprises ont essayé de minimiser leurs coûts. On est vraiment dans une structure de minimisation des coûts au lieu d'essayer d'augmenter nos profits. Donc, ce qui fait que dès qu'il y a des augmentations de l'inflation, le coût de la fibre qui est le plus élevé au Québec par rapport à d'autres provinces canadiennes, bien, ça a un impact majeur sur notre capacité de générer des profits. C'est pour ça que dans les différentes recommandations, puis moi, j'en ai fait, mais il y a plein d'autres avant moi qui en ont fait, Robert Beauregard dans ses différents rapports, de dire que essayons de changer notre perspective, de faire la deuxième, troisième transformation de la valeur ajoutée. Puis là, ça fait 30 ans qu'on le dit, là. On va le dire encore parce qu'il faut faire ce pas-là. Mais c'est ça qui va nous sortir de cette dépendance-là, faire en sorte que les prix, ben, ils vont être plus acceptables pour assurer la rentabilité des entreprises. C'est un bon point, Nancy. On va toujours être ce qu'on appelle dans notre jargon des price takers. On va toujours l'être. C'est une structure industrielle qui ne peut pas faire autrement que personne ne contrôle les prix. On est tous, autant les acheteurs que les vendeurs, on est des price takers. Comment tu as dit ça? Preneurs de prix. Puis, donc, la seule façon avec laquelle on peut... Puis on se compétitionne par les prix, justement. On est des preneurs de prix, puis on se compétitionne exactement par les coûts d'opération. Ce qui fait que l'usine qui a un coût d'opération plus élevé que l'autre, elle va avoir de la difficulté à passer au travers. Et puis, ce qui est important, c'est de maîtriser nos coûts, mais l'ensemble de nos coûts, y compris nos coûts d'approvisionnement. Puis présentement, ben, c'est au Québec que le coût du bois est le plus élevé. Alors, c'est sûr que ça ne nous donne pas un gros avantage sur les autres provinces canadiennes parce que le bois de mon usine du Lac-Saint-Jean, n'importe laquelle, est en compétition avec le bois de l'usine en Colombie-Britannique et n'importe où aux États-Unis. Puis, donc, dans l'exemple que je montrais, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, où il y a des plus petites usines avec les moins grandes capacités, bien, ils ont aussi moins de marge de manœuvre, peut-être moins de liquidité. Donc, dès qu'ils sont touchés par une baisse au niveau de leur approvisionnement, une hausse au niveau des coûts de la fibre, bien là, leur marge se rétrécit, puis sont les premières à devoir fermer. Bon, on a vu la coopérative Petit Paris qui vient de fermer. On a vu aussi des mouvements de consolidation. Donc, tout ça, c'est lié à cette structure de coûts-là qui limite peut-être les capacités des entreprises. Bonjour, Pierre Dubois ici. Je voudrais une question concernant l'actualité qui peut influencer le coût de production, là. En 2024, le débat tourne avec les prétentions du fédéral, avec ce qui peut se passer avec le caribou forestier. 2023, c'est un été des grands feux au Québec. Tout ça a un impact important sur l'approvisionnement, sur la forêt et sûrement sur la rentabilité des usines. Il y a plusieurs volets à ce que pourrait causer, par exemple, la protection du caribou forestier. On a une question d'approvisionnement, mais on a aussi la réputation du Québec au niveau international. Et sur les feux, c'est encore la même chose. On a un impact direct à court terme et à long terme sur l'approvisionnement. Comment vous voyez l'impact de ces deux problèmes-là? En fait, on est dans un système d'enchères au Québec. Hein? On soumissionne pour le bois. Tout ce qui est, que ce soit caribou, que ce soit feu, ça diminue la possibilité d'approvisionnement. On a un parc industriel qui est capable de transformer un certain volume de bois. Puis là, ben, on a des baisses au niveau de l'approvisionnement. Autant au niveau des garanties d'approvisionnement, les anciens CAF, là, la GA diminue, qu'au niveau du BMMB. Le BMMB a aussi moins de bois à mettre en marché. Alors, la même chose est en train de se passer qu'on a vu en Colombie-Britannique. On a des enchères dans un contexte de rareté. Qu'est-ce qui se passe?
les compagnies, au lieu de soumissionner en fonction du prix du bois d'œuvre, comme on devrait le faire, en principe, si tu sais que ton prix du bois d'œuvre est de temps, ça te coûte tant, je suis capable de soumissionner à temps pour mon prix. L'usine ne regarde même plus le prix du bois d'œuvre. Les usines soumissionnent pour avoir du bois pour rester en opération. Alors, le prix du bois monte en fou, monte de façon importante. Ça explique une des raisons pourquoi le prix du bois est plus élevé au Québec qu'il l'est ailleurs au Canada. Et avec un prix du bois plus élevé, ben, il arrive ce qui arrive, des ralentissements, des petits paris, puis des usines qui prennent comment on dit, du downtime, c'est ce que je veux dire. Et puis ça, ben, on ne peut pas s'en sortir. On est dans un système où on soumissionne. Facile de gagner une enchère. La chose la plus facile au monde, c'est de gagner une enchère. Tu soumissionnes à un prix de fou, tu vas l'avoir, c'est sûr, on va te le vendre. Après ça, il faut que tu vives avec ce prix-là parce que tu ne peux plus te désister après. Alors, ça a un effet pernicieux, c'est un cercle vicieux. Le système a fait en sorte qu'on est passé, on soumissionne. Le forestier qui soumissionne va regarder le diamètre par tige, le nombre de décimètres cubes par tige, la distance de transport, le volume à l'hectare, tu sais, les choses de base que tous les forestiers connaissent très bien. Mais aujourd'hui, c'est ça qui se fait dire, il faut que tu gagnes ta soumission parce qu'on manque de bois, qu'on ne restera pas en opération. On ne pourra pas passer le printemps. Alors, les feux, puis les aires protégées, les aires pour le caribou, sans vouloir revenir dans le débat, ici, j'ai ma collègue qui est beaucoup mieux placée que moi pour le faire, fait en sorte que le prix du bois augmente. Puis il augmente à un niveau qui dépasse l'augmentation du prix du bois d'œuvre. Alors, on fait des pertes. Puis en affaires, tu peux accepter de faire des pertes, mais à un moment donné, c'est le fun de faire des profits, sinon tu mets la clé dans la porte. C'est ça l'industrie. Merci pour ta question, Pierre. Michel, je ne veux pas te coincer, là, mais est-ce que le prix du bois de la forêt privée est plus élevé ailleurs au Canada qu'au Québec? La vraie réponse, je ne sais pas. Deuxièmement, la forêt privée au Québec est tellement plus grosse que ce que c'est ailleurs. Peut-être au Nouveau-Brunswick, c'est différent. Mais je vois qu'Olivier est là. Peut-être qu'il pourrait répondre à la question. Mais la forêt privée au Québec, c'est ici qui est pas mal la plus grosse en termes de superficie. Alors, on ne peut pas, en Colombie-Britannique, même en Ontario, où il y a de la forêt privée, elle est très peu aménagée. Alors, c'est vraiment ici que ça se passe. Presque 70% de la production d'essence feuillue, de produits feuillus, vient du Québec. Alors, ce qui se passe dans les autres provinces, je suis moins au courant. Puis, évidemment, j'ai passé 10 ans au Nouveau-Brunswick, puis shame on me. Écoute. Mais je pense qu'Olivier, tu as quelque chose à rajouter. Non, c'est sûr que le prix, c'est variable entre les régions, mais en tout cas, ce que j'observe, ça ne fait pas si longtemps que je suis en poste que j'ai pris à ce niveau-là, mais c'est sûr que l'université aussi des preneurs dans le sud, ça peut être bénéfique pour la forêt privée versus des régions Je ne vais pas te mettre en. Non, c'est pas. En fait, on dit qu'il y a pour les gens en ligne, là, il y a de la diversité dans les régions, un peu partout aussi. Donc, une bonne main d'applaudissements pour Michel et Nancy, c'était vraiment intéressant. D'ailleurs,